Vendredi 2 décembre 2022, je me suis rendue chez Swan Isern pour réaliser une petite interview. Donc, qui est Swan? Swan, c'est une jeune auteure de 24 ans, audoise, que je connais depuis quelques années déjà. Donc, nous nous sommes rencontrés en première année de fac de lettres. C'était assez insolite, en sachant que nous nous sommes rencontrés en étant à Toulouse, alors que nous provenions toutes les deux de Carcassonne. Donc nous nous sommes rencontrés là-bas, à l'université, et nous avons découvert notre passion commune pour l'écriture. La vie a fait qu'on s'est séparés, donc elle a suivi son parcours, j'ai suivi le mien. Et je l'ai recontacté il y a quelques semaines, car je suivais son parcours justement à travers les réseaux sociaux, et puis j'avais vu qu'elle était auteure et qu'elle publiait des romans. Donc lorsque j'ai décidé de lancer ce projet d'interview d'auteurs locaux, eh bien j'ai forcément pensé à elle immédiatement. Donc elle a accepté mon interview avec grand plaisir. Donc je me suis rendue chez elle vendredi 2 décembre pour réaliser cet échange qui était vraiment super intéressant, très passionnant. Vous allez découvrir Swan Isern, qui est en plus d'être une formidable romancière, est également une artiste accomplie et complète. C'est une jeune adulte passionnante qui fait énormément de choses, qui est très créative, qui est talentueuse. Donc j'espère en tout cas que vous allez apprécier cette interview pleine d'humour, parce que Swan est quelqu'un de très très drôle, vous allez le découvrir par vous-même. Donc je vous laisse découvrir cet échange entre la jeune romancière et la petite journaliste, si je puis dire ça comme ça. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui avec Swan Isern, jeune auteure audoise de 24 ans qui a accepté notre interview afin que nous puissions échanger sur son parcours d'écrivaine et sur la passion qu'elle voue à l'écriture. Donc bonjour Swan. Bonjour Laurie. Et merci d'avoir accepté mon interview. Avec plaisir, je te dis bien ça. Donc est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter en quelques mots? Dis-nous tout. Ouf, c'est pas gentil. Du coup, je m'appelle Swan. Je parle là-bas. Je parle à toi. Tu peux parler là-bas. Bonjour. Du coup, je m'appelle Swan. J'ai 24 ans pour le moment, bientôt 25. Je suis conseillère en insertion professionnelle, donc je travaille avec des jeunes. Et en parallèle, du coup, je suis auteure et artiste de façon plus générale, parce que j'essaie de faire plein de choses diverses et variées, mais ça, on en reparlera. Voilà. On en reparlera dans l'interview, ouais. Alors, on peut commencer par les origines de ta passion pour l'écriture. Donc, dis-nous, depuis quand est-ce que tu écris? Est-ce que ça a toujours été inné pour toi, cette passion, ce goût pour l'écriture? Ouais, depuis que je sais écrire un stylo. En vrai, ça a toujours été là. Ma grand-mère est auteure, déjà de base, faut le savoir. Donc, depuis que je suis petite, je la suis. Elle était toujours en train d'écrire un roman. Donc, quand elle me gardait, je faisais pareil, en écrivant des lettres dans le mauvais sens parce que je savais pas écrire. J'ai toujours voulu écrire des histoires, des petits poèmes, des choses comme ça. Mon père aussi a sorti 2 livres. Bon, il y a un petit moment déjà, mais du plus loin que je me souvienne, moi, j'ai toujours voulu être dans le domaine du livre. Plus tard, sur les questionnaires, quand on est gamin, je mettais que je voulais être auteur ou bibliothécaire aussi. Ouais, dans le milieu ça se m'est passé. Du livre, ouais, dans le milieu du livre. Du livre et de l'écriture, ouais. C'est ça. Ok. Et donc tu as toujours écrit jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es jamais arrêté. Depuis que tu sais écrire, tu écris. C'est ça. Alors la forme a changé et évolué au fil du temps. Je faisais plutôt des petits poèmes à l'époque. Après je suis passée sur des nouvelles, puis après sur des romans. Là je reviens aux poèmes, à la chanson, à ces choses-là. Ouais. Mais ouais, la forme a évolué, mais j'ai toujours écrit. Même pour moi, hein, j'en ai besoin dans mon journal intime ou dans des choses comme ça. J'ai toujours besoin d'ancrer les choses et mes sentiments sur le papier. Ouais. Donc t'as testé vraiment un petit peu tout, quoi. C'est ça. Écrit un petit peu de tout. C'est ça, sauf les Dursettes, mais... Qui sait, peut-être qu'un jour... Non, je ne recommande pas. Donc, est-ce que tu te souviens de certaines histoires et ou poésie que tu écrivais quand tu étais toute petite? Est-ce que tu les as gardées avec toi ou... Alors, ma grand-mère en a gardé pas mal, parce qu'elle me gardait beaucoup. Ma mère était hospitalisée quand j'étais petite, donc elle me gardait. Ma grand-mère, j'étais chez elle, et un jour, elle m'a ressorti un truc, c'était super drôle, horrible. Elle m'a dit, tiens, regarde, j'ai retrouvé des poèmes que tu m'avais offerts, et il y avait marqué « Joyeux Noël, Manou ».
bah nous, donc je lis les poèmes, c'était que des trucs atroces sur la mort et sur... Mais c'était morbide. Et à la fin, c'était « J'espère que tu as aimé Joyeux Noël ». C'était terrible. Non, après, c'est vrai que j'écrivais des trucs trop tristes, alors que j'étais pas triste pour autant, mais bon... Mais t'aimais les histoires un petit peu Ouais, mon tristes, premier roman, entre guillemets, c'était une fille qui avait le cancer, elle mourait à la fin, c'était monstrueux. Ah oui, c'était gay, oui. Oui, j'avais décidé de tous les flinguer. Après, je suis passée à des trucs plus gays. Lisez me livre, vous avez pas pleuré. Mais ouais, non, après, je me rappelle, ouais, c'était des poèmes comme ça, ou des trucs. Mais dès que j'avais un petit... Moi, j'étais la vraie fille, full émotion. Alors, dès que j'avais un problème, un truc, c'était un sonnet sur pourquoi machin ne m'a pas adressé la parole ce jour à la cantine. Voilà. Du coup, ça se complète bien avec la prochaine question. Donc, qu'est-ce que t'a apporté l'écriture? Parce que je sais que moi, quand j'écrivais, ça m'apportait beaucoup de réconfort, c'était une sorte d'échappatoire, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais est-ce que toi, l'écriture, ça t'a apporté justement une certaine forme de réconfort ou un moyen d'exprimer à travers les mots, chose que tu pouvais pas forcément dire ouais, c'est un peu un mélange de ça. Gros réconfort parce que comme je te dis, dès que j'avais le moindre tracas, le moindre petit problème, le moindre genou écorché, voilà, je faisais des alexandrins sur ma tristesse de pourquoi je n'ai pas eu de crêpes au Nutella au goûter. Mais aussi, j'ai eu une enfance un peu compliquée entre guillemets. Enfin bon, on est passé par des trucs. Je me dis ma mère est hospitalisée. Familialement c'était compliqué. Et j'étais une gamine bavarde mais quand même plutôt discrète, je pouvais pas trop parler. Je voulais te demander, je voulais pas te déranger en fait, ma famille avait beaucoup de problèmes donc je voulais pas les déranger sur plein de trucs, donc ça me permettait aussi de m'exprimer d'une autre façon. Et puis c'était aussi intéressant pour moi parce que je voyais que j'étais douée à l'exercice, donc forcément c'est encourageant quoi. Voilà, bon, on m'aurait mis au rugby ou à la gymnastique, j'aurais peut-être pas persévéré. Mais ouais, donc c'était un mélange de ça, de pouvoir m'exprimer, d'avoir du réconfort, et puis puis aussi c'était, même si en parallèle je m'exprimais beaucoup par l'écriture, c'était aussi mon jardin secret de pouvoir faire 3 poèmes sur ce garçon qui un jour m'a croisé mon regard dans le bus. Voilà, mais c'est les textes les plus forts, ce genre de choses qui arrivent de façon très éphémère. Mais des fois, après, tu relis des trucs, tu te sens ridicule. Tu sais, quand t'as eu 10 crushs en CE2 et que sur chacun d'entre eux, t'as fait un acrostiche avec Tristan, t'es trop beau. Voilà. Oh, ça arrive à tout le monde, ça. Même à ceux qui écrivent pas, sûrement. Et donc, je suppose que depuis petite, tu as toujours rêvé de publier un livre ou pas? Ouais, je pense. Ça a toujours été là? Ouais, j'ai souvenir de moi qui ne sait pas écrire, donc qui dessine la couverture de mon roman. Ah ouais. Ouais. Non, je faisais des petits livres, tu sais, on l'a tous fait en agrafant le papier, là. Voilà. Donc, j'ai quand même toujours rêvé pour le symbole, et puis, quand même, c'est quelque chose. Donc, ça a été l'un de tes rêves quand t'étais petite, carrément. C'était sur ma bucket list des choses à faire avant de mourir. Visiblement, c'est réussi. Bon, j'en ai d'autres, hein. Je vais pas mourir demain. Non, ça a toujours été quand même un petit rêve. Bon, comme tous les gens qui écrivent, je pense. Je pense aussi. Ouais. Alors, du coup, est-ce qu'on peut maintenant parler plutôt de ton parcours professionnel et scolaire? Ouais. Donc, ma première question, c'était est-ce que en parallèle de ton écriture, tu as suivi des études en lien avec justement l'écriture ou pas du tout? Enfin, quel est ton parcours scolaire, professionnel? Dis-nous tout, on veut tout savoir. Alors, j'ai fait un bac littéraire, voilà, avec full option espagnole, européenne espagnole renforcée, littérature espagnole, voilà. Mais je ne parle plus espagnol parce que j'ai arrêté de le pratiquer. Donc bac littéraire avec toutes les options qui vont avec. Après, je suis partie en fac de lettres modernes où j'ai rencontré quelqu'un de sympa. C'est moi la personne sympa. Donc j'ai fait une fac de lettres modernes dans l'idée d'être prof de français. Ouais. Parce que ma belle-mère est prof de français, donc je me disais que ça devait être un métier sympa. Moi, je voyais l'idée d'avoir un projet, une classe, pouvoir monter des trucs, parler d'écriture. Bon, en fait, c'était plutôt parler d'ancien français, de grammaire et de Bible. Oui, la Bible, c'est vrai. On avait des fameux cours sur la Bible, des cours de musicologie. On écoutait des musiques bizarres sur un cheval qui courait. Tu te rappelles du cheval? Je me souviens.
Donc j'ai fait quelques mois et je me suis rendu compte, bon, ça a été compliqué pour moi, hein, la fac, je pense que j'étais trop jeune, pas assez mature pour quitter mon chez moi et arriver dans cette grande ville qui était Toulouse et qui me correspondait pas. Et puis aussi je me suis rendu compte que du coup l'idée que je me faisais de ce métier était pas réellement ça en fait, enfin, c'était pas ça. C'était clairement pas ça, j'aurais dû faire des stages ou approfondir mon truc, mais non, il y avait une partie grammaire et logique que moi j'avais pas perçue. Donc je suis rentrée au Bercail et j'ai fait un service civique pendant 9 mois, quelque chose comme ça, où j'étais dans la médiation culturelle. Donc ça c'était assez cool, en fait je bossais pour un foyer d'éducation populaire et pour la Ligue de l'enseignement en fait sur Carcassonne et on mettait en place en fait des résidences artistiques etc. Donc il y avait des musiciens, des auteurs parfois, voilà c'était au FEP à Alzone, big up à vous. Donc voilà, là j'ai pu mûrir mon projet. Ils vont se dire que je suis déprimée. J'ai pu mûrir mon projet de quand même bosser dans le lien avec l'artistique. Donc voilà, donc je faisais les affiches, toutes ces choses-là. Et je me suis dit que la communication aurait pu être pas mal pour poursuivre un petit peu dans cette lignée. Donc je suis partie en DUT de communication à Toulouse. Et nouvel échec entre guillemets, je réussissais mais c'était pas du tout ce que je voulais faire en fait. Moi je voulais faire de la com sympa ou en fait des affiches, des choses comme ça, et je me suis retrouvée avec des cours de droit, d'économie, de gestion de l'information, et en fait j'avais pris une option, enfin j'avais été prise dans un DUT avec une option plutôt pour bosser dans des archives, dans des choses comme ça. Donc c'était pas trop ce que je voulais faire, voilà. Donc après plusieurs errances ça a duré un moment. J'ai fini par trouver ma voie et partir faire une formation pour être conseillère en insertion. Ce qui a vachement conforté mon profil hyper artistique. Artistique dans le sens où moi j'ai besoin d'être sur 1000 projets à la fois. Je comprends. Et je pourrais faire tous les métiers du monde, mais j'ai pas le temps. J'ai pas assez d'une vie. Tu me dis faire plombier, je trouvais ça intéressant. Faire médecin, je trouvais ça intéressant. Donc là, par procuration, j'aide des gens à faire tous ces métiers-là. Et je monte à côté des projets artistiques avec des jeunes. Donc j'encadre des jeunes, hein, pour être plus précise, à l'AFPA de Carcassonne. Et je leur fais des ateliers d'écriture, je leur fais des ateliers musique. Donc je garde quand même ce côté artistique. Et ça me laisse assez de temps pour développer des projets à côté. Voilà. Donc on peut dire que tu fais vraiment plein de choses, mais qui restent dans le côté que tu aimes artistique. Il y a quand même l'aide. Ouais, un côté très social quand même, mais il y a quand même un fond artistique et c'était important pour moi de pouvoir continuer dans cette idée que je développe des projets, voilà. Et puis je songe un jour à écrire un roman sur mon métier parce que je suis un milliard de parcours de vie, des gens intéressants quoi. Non mais c'est vrai. J'ai le gamin étranger qui a débarqué avant-hier, j'ai la gamine qui est placée, enfin voilà. Donc j'ai plein d'histoires à raconter. Ouais, donc c'est aussi cool et hyper inspirant et on grandit d'être aux côtés de ces gens-là. Donc voilà. D'accord, c'est super intéressant. Donc maintenant tu as trouvé ta voie professionnelle et que tu te plaît. On te le souhaite en tout cas. Et est-ce que tu parviens à concilier aujourd'hui l'écriture et ton activité professionnelle ou c'est un peu compliqué? Alors, comme je te disais avant qu'on démarre, en ce moment je suis en phase de page blanche, mais c'est parce que moi-même je me mets un milliard de projets, même au niveau du boulot, je pourrais en faire moins et avoir plus de temps. Je suis moins inspirée actuellement, mais sur mes jobs précédents par exemple, où j'étais toujours dans ce secteur-là, j'arrivais quand même à concilier, il n'y avait pas de souci. Bon, là je vis une époque un peu compliquée pour les auteurs, je ne suis pas inspirée du tout, je n'y arrive plus. Mais sinon, mon emploi me permet quand même de regarder le vendredi après-midi. Puis j'ai quand même l'inspiration sur place. Donc je pourrais concilier. Je pourrais arriver à concilier. Bon là, c'est plus compliqué. Là, c'est un peu compliqué. Mais ouais. Mon dernier roman, je l'ai écrit au travail, par exemple. Voilà. Ah oui. Alors, désolée pour mon ancien employeur, mais sur mon ancien emploi, c'était pas comme actuellement où j'ai une classe avec des élèves. À l'époque, j'avais des rendez-vous comme le conseil d'orientation classique. Et en fait, j'ai écrit mon dernier roman sur les rendez-vous des gens qui ne venaient pas. Quand quelqu'un ne vient pas, et ça arrive fréquemment, surtout au mois d'août, quand quelqu'un ne vient pas, t'as rien à faire. Et oui, donc forcément, tu prends ce temps pour écrire. Voilà. La première fois, j'ai regardé tout l'Hunger Games, et puis après, je me suis dit, on va faire quelque chose de productif, et j'ai écrit un roman, voilà. Ah ouais, c'est dingue ça. Donc on peut carrément concilier. Tu peux faire les deux en un, quoi. Voilà. Mais bon, quand même, à éviter sur certains boulots. Et donc, est-ce qu'un jour,
tu souhaiterais uniquement vivre de ta plume ou non? Ou est-ce que vraiment là tu te sens bien dans ce que tu fais, donc non? Non, enfin, sauf si je gagne des milliards, mais c'est pas prévu, mais sait-on jamais, voilà. Non, du moins pas uniquement sur l'aspect écriture. Ouais. Si demain Netflix me proposait de faire une super série sur un de mes romans, salut Netflix, là ouais je voudrais bien venir adapter, mais purement écrire, non. J'ai besoin de voir des gens déjà. Ouais. Et puis non, que ça reste une passion. Ouais, c'est une passion avant tout. Avant d'être un travail, ça reste une passion, quoi. Ouais, non, franchement, non. Puis j'aime bien ce que je fais. Oui, donc c'est le plus important. Hein. Voilà, je suis tellement amoureuse de mon métier que je me vois pas lâcher. Peut-être qu'à l'époque, avant de trouver, j'aurais dit que. Mais non, là, quand on est bien là où on est. Oui, pourquoi pas. C'est bien, ça rajoute un plus du coup. Ça fait plus de choses que j'aime. Donc je suis gagnante dans tous les cas. Ok, super. Donc on va enchaîner sur ton écriture aujourd'hui, actuellement. Donc est-ce que, là ça rejoint, la question que je vais te poser rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc est-ce que tu considères l'écriture plutôt comme un vrai travail ou comme une passion? Mais du coup, pour moi non, pour l'autre oui. Alors après, ceci dit, je me considère quand même auteur quand je me présente. Je dis, voilà, je suis conseillère en insertion. Mais je suis quand même un peu auteur, on dénote mon LinkedIn que ça a dû espionner. Il y a pas longtemps, j'ai rajouté, puisqu'il y avait mon métier, mais il y avait marqué conseillère en insertion, et à côté j'ai mis auteur, parce que j'estimais qu'en fait je l'étais, pas moins qu'un autre. Mais du coup, pas comme un vrai métier dans la mesure où j'en tire pas un salaire, et j'en vis pas, et je cherche pas à en vivre. Mais ouais, je me considère quand même auteur, quand même métier... Ouais, quand même. Comme part de mon identité professionnelle, du moins. Bien sûr. Voilà. Donc une passion, mais qui reste un métier quand même. D'une certaine façon, d'une certaine façon. Alors dis-nous, peut-être pas actuellement, puisque tu nous as dit que tu étais un petit peu bloquée. Ouais, je travaille sur des choses, mais c'est... mais c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, en temps normal, à quel moment est-ce que tu trouves le temps d'écrire? Est-ce que c'est plutôt le soir, la nuit peut-être? Il y a des auteurs qui écrivent la nuit. J'ai la chance, mesdames, c'est souvent mesdames, ne vous plaignez plus quand votre copain est fan de foot. J'ai la chance d'avoir un homme fabuleux qui est dans la pièce à côté, qui se cache, qui est passionné de football. Et qui est à fond pour l'Olympique Lyonnais. On est avec vous les gars. Et donc ça fait quand même pas mal de matchs par semaine. Et donc ça me fait 1-2 heures par semaine tranquille, voire même 3-4, surtout en période de Coupe du Monde. En plein dedans. Voilà. Donc plutôt que de râler en me disant ouais mon mec le foot machin, non. Au contraire. Je les laisse là devant la télé, je vais dans mon bureau, je mets mon casque et j'écris. Donc c'est souvent le soir, quand je suis tranquille, du coup, souvent que mon mec regarde le foot. Mais ouais, plutôt le soir. Franchement, j'aime bien. Petite bougie, petite musique, playlist là, et le soir. Ouais, mais je pense que on est quand même pas mal à écrire du soir. Ouais, je pense. Enfin, j'ai pas trop entendu des gens qui mettent le réveil à 6h pour écrire de bonne heure. Ça peut arriver, j'ai pas connu d'auteur, mais je sais qu'il en existe qui se lèvent tôt le matin pour écrire. Mais moi, quand j'écrivais beaucoup, c'était pas mon cas. Moi, c'était plutôt le soir, voire la nuit, plutôt que le matin tôt. Alors, mon tips, le soir, combo petite musique et par-dessus un autre onglet YouTube avec le bruit de la pluie. Ah ouais, tiens. Ouais. Et donc, tu rajoutes par-dessus ta musique et ça fait une ambiance. C'est pas mal. Ah, j'essayerai, tiens. J'essayerai, ouais. Je connaissais pas, mais c'est pas mal. Il y a aussi le bruit des vagues, si t'es sur un roman un peu léger. Je suis plus à la pluie quand même. Ouais. Je préfère la pluie que le bruit. Bon, après, je pourrais tester les deux. Bien. Donc, quel genre est-ce que tu écris? Donc là, actuellement, tu es plutôt roman. Ouais. Tu vas peut-être tester aussi d'autres choses, ou tu testes déjà d'autres choses? Ouais, alors je suis plutôt, jusqu'à présent j'ai fait que des romans. Là je bosse sur un recueil de textes. Alors il y a de la prose, il y a de la poésie, il y a un peu de tout. Ouais. Et puis voilà, j'aimerais bien plus tard tester une pièce de théâtre. Parce que je me dis que ça peut être sympa. Ma grand-mère en a écrit une et elle a été jouée à Penautier, il y a quelques années, au théâtre Naloba, et c'était sympa, je pense, en plus pour elle de voir sa pièce jouée. C'est chouette. Carrément, donc ça me plairait, mais pour le moment non, le traditionnel roman. Et là du coup, comme j'ai moins d'aspi sur des formats plus longs, je teste des formats plus courts, donc je devrais sortir en 2023 peut-être, si l'inspiration est là, quelque chose plutôt dans la poésie et la prose. D'accord.
Ok. Et est-ce que tu as des auteurs favoris qui peuvent t'inspirer dans l'écriture de tes romans ? Alors, j'ai des auteurs favoris, mais je m'inspire pas trop de... Ouais, c'est juste au niveau lecture que... au niveau du style, je m'inspire plus de musique, tu vois. Ouais. De textes de chansons. Je suis très fan de Cœur de Pirate, par exemple. Je trouve qu'elle écrit incroyablement bien. Donc, je m'inspire beaucoup de sa façon d'écrire à elle. Même pour des romans qui sont pas du tout... mais je travaille beaucoup les sonorités, ces choses-là. Donc forcément, la chanson, ça m'aide, vu que mon style est plus... Mes romans, j'essaie de les écrire de façon à ce qu'on puisse les lire et que ce soit joli. Ouais. Donc, vu que la sonorité travaillait plutôt des chansons, après les auteurs favoris, j'en ai un milliard. J'en ai un milliard. Mais là, je vais pas t'en citer parce que du coup, j'ai un trou. Et oui, ça revient jamais quand on le demande. Non, mais c'est ça. J'aime beaucoup Marguerite Duras. Ouais. Je suis très, très, très fan de Marcel Pagnol. Ouais. Je trouve que cet auteur est incroyable. Je sais pas si t'as des souvenirs de... Alors, on lit souvent ça quand on est plus jeune. Marcel Pagnol, j'ai pas de souvenirs très... Ce qui est incroyable avec Pagnol, et je relisais la dernière fois La gloire de mon père, donc le truc que tu lis quand t'es en CE1, quoi. Enfin, non, peut-être pas CM1 plutôt. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il raconte pas grand-chose. Il raconte ses vacances. C'est un récit d'enfant, mais c'est écrit... il t'en fait une épopée, quoi. Enfin, l'écriture est incroyable, vraiment. Ouais. Relis Marcel Pagnol, tu me diras. Je relirai, je te dirai. Non, sinon, Marcel Pagnol. Et sur de la poésie, j'aime bien Éluard. Ah, Paul Éluard, ouais. J'adore aussi. L'année du bac, nous, c'était Les mains libres. Oui, c'est ça, on s'en souvient. On s'en souvient, donc ouais, j'aime pas mal. Et je me souviens que quand on était à la fac ensemble, tu m'avais dit qu'il y avait un livre que tu aimais particulièrement. Il me semble que c'était Antigone. Oui, c'est mon livre préféré. C'est toujours le cas, ouais. Mais je peux pas citer Anu comme mon auteur préféré, j'ai lu que ça. Oui, c'est mais vrai. Antigone, Anu, ouais. Te dire, j'ai dû en racheter un parce que j'avais tellement tué mon ancien que... Antigone, Anu, c'est mon livre préféré de tous les temps. Je devais le lire en 3e. Ouais. Je ne l'ai pas lu. J'ai lu la page Wikipédia, j'ai passé le contrôle, j'ai eu une très bonne note. Et après, une fois qu'on avait une fois que du coup j'avais eu plein de cours sur Antigone et que j'avais l'analyse, j'ai lu Antigone et j'ai kiffé. Je me suis dit, mais t'aurais dû le lire plus tôt. Antigone, c'est incroyable. Ouais. Et durant mon adolescence, où j'étais trop dark, où j'écrivais des trucs terribles en disant Joyeux Noël, je me sentais trop comme Antigone, quoi. Ouais. Un petit peu rebelle, un petit peu... Ouais, il y a un côté un peu... Ça parle trop aux adolescents, je trouve, enfin, aux adolescentes surtout. Oui, c'est vrai. C'est ce moment où tu pourrais un peu mourir pour n'importe quoi, mais elle est perdue, elle est torturée, et en même temps, c'est beau. Oui, c'est un peu la phase de l'adolescence. Ouais, mais c'est brut et c'est... Je sais pas, j'ai pas de mots pour... c'est incroyable, Antigone. Donc ça, c'est le livre... Enterrez-moi avec. Ah oui. Non, j'adore ce livre, vraiment, je le relis tout le temps. Parce qu'il y avait une phrase que tu m'avais dit, ce qui m'avait marqué encore aujourd'hui, c'est que tu dormais avec. Il me semble que tu l'avais sous ton coussin. Sûrement. Alors, c'était pas mon doudou, je le lisais avant de dormir, surtout. C'était ma Bible. Ouais, non, mais vraiment, c'était ma... Alors, je me suis un peu calmée. Il est dans l'armoire maintenant. Mais vraiment, ouais, Antigone, c'était... Mais enfin, ça a porté toute... Bon, c'est vrai que moi, je me suis calmée. Mais de mes 14 ans à mes 18, quoi. C'était Antigone. Mais à fond. Ouais. Et puis ça... Enfin, j'arrivais pas à expliquer, ça m'a aidée, quoi. Je me suis sentie comprise. Vraiment. Mais parce que j'ai eu le cliché de l'adolescence un peu compliqué, où on se sent mal, vraiment, ça me parlait. Et c'était un réconfort, mais incroyable. Vraiment, un pot de Nutella, quoi. Non, vraiment, j'ai kiffé Antigone. Voilà. Non, mais je te comprends, parce que moi, c'était plutôt 14-15 ans, c'était Anne Frank. Le journal d'Anne Frank, c'était mon livre. Mais ça, je l'ai souvent entendu aussi, tu vois. Anne Frank ? Ouais. Beaucoup, Anne Frank, ça a parlé à beaucoup. Moi, c'était Antigone. Et ben, Antigone, c'est un peu plus rare. Le destin tragique, on aime bien. Ouais, mais je trouve que quand on est une jeune fille, souvent cette fascination de. Ouais. Je sais pas. Mais c'était à l'époque où. Enfin, je sais pas, moi j'étais ado et je me suis dit, je vais mourir à 27 ans, comme Kurt Cobain, t'as vu Ouais. Donc Antigone, ça me parlait forcément. Maintenant, moins. J'espère bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un vrai. Maintenant c'est plus avec nostalgie que je le relis. Ouais. Mais à l'époque vraiment, c'était ma Bible vraiment. Mais j'étais tarée. Voilà, les littéraires on se comprend. Alors du coup maintenant on peut parler plus précisément de tes romans que tu as juste ici. J'étais sage, j'ai fait mes devoirs.
Du coup, dis-nous déjà comment est-ce que tu prépares tes romans? Est-ce que tu es organisé? Est-ce que tu produis des fiches? Ou alors est-ce que tu écris directement et puis ensuite tu corriges, tu vois? Enfin, comment est-ce que tu... Alors moi, on m'a expliqué qu'il y avait deux teams, les architectes et les jardiniers. Moi, je suis bricoleur. L'entre-deux. Ouais, je fais un plan. Bizarrement, en général, je connais ma fin. Ouais. Le milieu, pas trop. Voilà, je fais un plan de départ d'à peu près ce que je veux raconter. Ouais. Et après, au fur et à mesure, je laisse aller. Alors, ça dépend des romans. Ouais, non, moi, c'est plutôt ça. Je me laisse aller un peu. Je sais où je vais, parce que j'ai ma fin. Je planifie 2-3 événements, mais après, je laisse libre cours. Et ça m'arrive du coup de pas suivre mon plan. Parce qu'au début, je voulais trop suivre mon plan, et puis je passais des semaines à faire un truc carré, en me disant, voilà, au moins ce sera plus facile, tu auras juste à suivre ton truc. Et finalement, ça... Et finalement, je le suis même plus. Ouais, non, mais finalement, du coup, en fait, l'idée évoluait, parce que t'écris un truc, t'es inspiré par autre chose, ou machin, et puis c'est mieux, en fait, t'as une seconde proposition qui est plus intéressante, donc tu pars là-dessus. Et donc je n'arrivais pas du tout à suivre mon le plan, ouais. Donc non. Donc tu vois, tu t'es un petit peu je bricole. Ouais. Voilà. Comme on dit dans le sud, on pétasse. Ici, il y a des gens qui clouent des vis, quoi. Je fais partie de cette team. Je mets des rustines et puis ça tient. Ok, donc du coup, est-ce que tu peux nous dire combien est-ce que tu as écrit de romans exactement, en tout? Enfin, oui. 4. 4 romans. Ok, et donc j'ai lu sur une publication Facebook que tu souhaitais en écrire un par an. Est-ce que depuis que tu publies tes romans, est-ce que tu as réussi à t'y tenir? Ouais, je crois, 2019, 2020, 2021, 2022, ouais. Donc t'as réussi ce pari pour le moment, de tenir sur... 2023, il y a quelque chose qui sortira, je sais pas quoi. Mais ça sortira, j'ai jusqu'à décembre, ça va. Oui, t'as encore un an, quoi, devant voilà. Un an et un mois. Voilà. Donc ouais, un par an. Un par an, ok. Alors, qu'est-ce que je voulais te poser comme question ensuite? Plein de questions. Ah oui, il y en a plein. Oui, alors maintenant, dis-nous, que tu pourrais nous raconter quels sont les titres de tes romans et les histoires que tu as voulu... Je vais même vous les illustrer parce que j'ai bien fait les choses. Alors, le premier, c'est Combustible. Non, c'est pas du tout ça. On va la refaire. Le premier... C'est Cendre et Azur. Non, mais je suis restée dans la thématique du barbecue, tu vois. Oui, je comprends. Cendre, combustible, pourtant ils se suivent pas. Donc le premier, c'est Cendre et Azur, donc c'est le premier roman que j'ai écrit, et il est tout petit, et il n'est plus disponible à la vente. J'ai coupé. Tu l'as enlevé? Parce que tu publies ton premier truc, puis après tu le regardes des années après, et tu dis zut. C'est bien, mais ça pourrait être mieux. Donc mon premier roman, c'est Cendre et Azur. Alors on est plus sur une dystopie. Ouais. Alors sache que je suis très mauvaise pour vendre mes romans. Je suis nulle, mais nulle. Je sais pas donner envie aux gens de... Voilà. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Victoire. C'est dans un monde un peu futuriste, un peu à la Hunger Games. Ouais. Même avec le recul, un peu trop, tu vois. Ça fait un peu fanfiction. Pour ça aussi que j'ai coupé. Je le réécrirai un jour peut-être si j'ai le temps. Mais voilà, donc on est dans un monde un peu futuriste. On suit une jeune fille qui s'appelle Victoire qui s'échappe d'un centre où on met tous les jeunes enfants, enfin tous les ados de son âge. Et elle veut retourner chez elle pour mener une révolution. Pour qu'on arrête de mettre des enfants dans les centres, du coup. Sauf qu'elle se fait attraper. Enfin, du coup, sur le premier, on est plutôt... Enfin, sur le premier... Normalement, il est pensé pour qu'il y ait un tome 2 derrière qui n'existe pas. Il y a le plan, mais il n'y a pas le roman. Alors, le projet, quand même, c'est qu'un jour, j'arrive à l'écrire et que je le réédite, mais du coup, avec les deux, que ça fasse un plus gros roman, du coup. Voilà. D'accord. Et que ce soit qu'un seul tome, mais bien. Voilà, donc le premier, on est plutôt sur une dystopie et c'est quand même plutôt très jeunes adultes adolescent. Adolescent, d'accord. Mon frère l'a lu au moment où il est sorti, donc il a 15 ans aujourd'hui, donc il devait avoir 12 ans, il a adoré. Bon, voilà. Après, ça veut rien dire parce que c'est le préféré de mon père et le préféré de mon copain, je crois, qui eux ne sont pas des adolescents. mais ouais, non, il est quand même pensé pour les ados. Ouais. Le second, c'est Combustible, c'est celui-là. Donc on reste dans la thématique du feu, du barbecue, ambiance 14 juillet. Donc Combustible, du coup, on est sur une romance. Donc là, on est bien à notre ère
On est sur une romance. Ça se passe, dans ma tête du moins, au lycée Paul Sabatier à Carcassonne. On est sur Bonnie and Clyde, jeune, histoire d'amour, mais pas niaise. Je le vends toujours comme ça. Ouais. C'est mal vendu, je vous l'accorde. Donc c'est une fille et un garçon qui se rencontrent du coup à une soirée. Ils sont tous les deux lycéens dans le même établissement. Ils finissent par sortir ensemble et ils se rendent compte que ils ont cette angoisse du moins d'avoir cette vie un peu vie en lotissement avec le scénic, les 4 gamins, les matchs de foot, cette vie un peu banale, et du coup ils veulent s'échapper avant le bac et décident qu'il leur faut 1 million d'euros. Voilà, pour s'échapper, c'est ça. Donc ils vont mettre plusieurs actions en place, plus ou moins légales, plus ou moins violentes, pour récupérer leur 1 million d'euros. Voilà. Donc c'est un peu leur fuite vers quelque chose qu'ils pensent être mieux. Bon, après il y a des péripéties, hein. C'est le concept d'un roman, voilà. Celui-là c'est mon préféré, 7300, donc je l'ai écrit pendant le confinement. Non, oui, je l'ai démarré pendant le confinement, l'été qui a suivi. Ouais. Donc là on retourne dans une dystopie, mais on est sur une romance. Enfin on est dans un futur un peu sombre, mais pas trop différent d'une autre quand même. En fait, 7300, c'est donc dans le monde dans lequel j'écris, du moins, dans lequel se déroule l'histoire. On fait face à la surpopulation, ce qui va nous tendre les bras dans quelques temps. Oui, je pense. Et le gouvernement met en place un système, du moins, qui puce les nouveau-nés et limite à 7300 jours de vie. Ça fait à peu près 20 ans. Ouais. Sauf s'ils rencontrent leur âme sœur. D'accord. Voilà, donc on est dans un monde où les gens sont un peu stressés et cherchent à tout prix l'amour, et c'est s'aimer, mais c'est s'aimer assez, parce qu'il y a des couples qui sont ensemble et qui sont amoureux, mais qui voient toujours leur compteur défiler et ils s'aiment pas assez, c'est pas la bonne personne. Et voilà, donc on va suivre Aria qui reste peut-être quelque chose comme 4-5 mois, qui n'y croit plus du tout, donc elle vit d'excès, elle sort avec n'importe qui, elle boit beaucoup d'alcool, elle va en boîte tous les soirs, et elle essaie de consommer ce qui lui reste de façon à l'extrême, et elle rencontre Louis, qui reste 1 mois à peine, et qui y croit encore. Ah, lui, il y croit. Voilà, d'accord. et il tombe amoureux, et c'est un choc pour eux, parce que lui, il croit, il espère, elle n'espère rien, et elle se met à espérer pour lui, pour le sauver lui, en fait, parce qu'elle a du temps, et voilà. Donc c'est un peu leur fuite vers un amour suffisant. Voilà. Il a l'air super intéressant celui-là. Je l'ai pas lu, mais j'ai hésité à l'acheter celui-ci. Je pense que je vais le faire. Voilà, c'est celui que j'aimerais bien que Netflix s'adapte. Non, alors celui-là, on l'a beaucoup comparé avec Time Out. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Alors Time Out, le temps, c'est de l'argent. Et j'ai découvert Time Out après. Je t'ai dégoûté. Mais c'est pas le même concept après. C'est là, ils ont un compteur qui défile vraiment, et tu vois quelqu'un, et c'est sur la tempe de mémoire, oui, c'est ça. Oui, c'est quelque chose comme ça. Et tu vois, il leur reste, je sais pas, 90 jours. Oui, c'est ça. Voilà, donc... Mais ça m'a fait penser justement à ce film. Ouais, c'est vrai et on m'a fait beaucoup la réflexion, je me suis dit, bon, ouais... Mais je trouve le concept super, quoi. Dans le sens où là, tu dois chercher un petit peu ton âme sœur, finalement. Alors, initialement, voilà, moi, je voulais dénoncer un peu l'écologie, la crise, la surpopulation, tous ces problèmes-là. Et bon, du coup, c'était un bon moyen de plus parler d'amour, parce que je suis une vraie fille. Voilà. Je comprends. La même année, j'ai sorti, du coup, qui compte pas comme un roman, mais c'est un petit carnet, qui est à l'envers. Un petit carnet qui s'appelle J'écris un roman, où en fait, t'as toutes les pages pour écrire un roman, en fait. Ah, ça c'est chouette. T'as des fiches personnages, des fiches lieux, pour faire ta couverture aussi, des petits conseils aussi entre ta playlist, ton petit planning, etc. Voilà, c'est pensé pour pouvoir faire 3 projets. Donc à chaque fois ça se répète. Projet niveau 1, d'accord, ok. Mais voilà, donc j'ai sorti ça. Il est pas très cher de mémoire, j'ai mis à 7 € et quelques. Ouais. En général, je l'offre aux enfants quand je fais les séances de dédicace. Voilà. Ah, ça c'est sympa. Et donc le dernier en date, c'est Carrousel. Qui est sorti là au printemps, je crois, quelque chose comme ça. Donc Carrousel, c'est l'histoire d'un homme. Alors j'ai voulu écrire sur un homme, et j'ai voulu écrire sur un homme détestable. C'est celui que j'ai écrit au travail, du coup. D'accord, c'est lui. Donc, alors. Pour spoiler la première scène, il est avec sa maîtresse, quoi. Et on se dit, mais il est affreux, ce mec-là. Enfin, bon, tu me diras ce que t'en as pensé plus tard, mais c'est un homme qui a tout pour que ça aille bien. Il a le bon boulot, la bonne femme, la petite fille, mais ça va pas. Il est dans une espèce d'angoisse de tourner en rond, d'où le carrousel, en fait. Hein. C'est vraiment ça.
jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui fait que il fait sa crise d'angoisse et il se rend compte que sa vie elle va nulle part parce qu'elle tourne en rond. Et on est un peu sur sa rédemption vers une vie un peu plus remplie et qui a un peu plus de sens. Voilà. Ça se passe à Carcassonne. Alors je ne le dis pas. Je crois qu'il y a un moment où c'est indiqué vaguement, il est sur l'autoroute, il y a un panneau qui dit que le prochain arrêt c'est Carcassonne, mais on le dit sans trop le dire parce que je voulais travailler mes descriptions. Donc je m'étais mis 2 challenges, ne pas dire que c'était Carcassonne, donc travailler mes descriptions. Donc quand je l'ai fait lire à ma grand-mère, elle me dit mais c'est à Carcassonne, il n'y a pas la cité. Mais justement, on va deviner. Je m'en fous de la cité, moi j'y vais pas. Deuxième challenge, alors celui-là personne l'a vu, mais sa fille n'a pas de nom. Oui, ça je l'avais remarqué. Elle n'a pas de prénom. La fille n'a pas de nom, ouais. Parce que je trouvais pas, et je me suis dit, elle n'en aura pas. Et du coup, c'était hyper compliqué de la nommer par d'autres choses qu'un prénom. Qu'un prénom, ouais. Voilà. C'était mes 2 challenges sur ce roman, donc voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai pris des notes sur ce livre, je notais tous les prénoms que je voyais, puis à un moment donné, je me suis dit, mais sa fille, c'est pas le prénom, et puis je me suis dit, mais il y en a pas en fait. Et j'ai trouvé ça hyper fort quand même de construire un personnage sans prénom finalement. Bon, après, elle est pas. Non, elle apparaît pas souvent, mais c'est vrai que non, elle est un peu universelle. Voilà, c'était mes romans. Et ben c'est super intéressant en tout cas. Bah écoute, là t'as bien décrit. Mince, tu as tué tes questions. Non, du tout, au contraire, c'était ce que j'attendais, donc c'est super. J'ai bien travaillé. C'est ça, bravo. Non mais après, tu peux nous dire éventuellement d'où est venue l'inspiration pour chaque roman. Comment est-ce que tu... Ouais. Alors, le premier, Cendré Azur. C'est ça. Tu t'es pas trompée cette fois. Le premier Cendré Azur, c'est venu. J'étais à la fac, enfin j'étais en DUT. Je bossais mes cours du moins. On habitait dans un tout petit appart avec mon chéri, et lui jouait à un jeu sur des zombies. Ouais. Voilà, donc et moi je bossais à côté. Puis j'en ai marre de bosser, donc je regardais à moitié. Tu sais, c'est les jeux où tu peux te prendre dans l'histoire. Oui, voilà. Je vois. Tu vois, donc je suivais un peu l'histoire de son personnage dans le jeu, puis je remettais la tête sur ce que j'écrivais, puis voilà. Du coup, j'ai pensé à une histoire d'un truc dans un monde où il y a des zombies. Il n'y a pas du tout de zombies d'ailleurs au final dans l'histoire. L'histoire a évolué, mais voilà, je pensais... c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, vraiment. Et en fait, la chance que j'ai eue, pour pouvoir l'écrire du moins, c'est que j'étais à la fac à Toulouse, mais j'habitais Carcassonne, donc je prenais le train tous les jours. Donc j'avais 2 heures de train, donc j'écrivais mon roman pendant ces heures-là. Voilà. Combustible, mais c'est bien ça, je me trompe. C'est affreux quand t'en as autant au final, ouais, tu galères. Combustible, je sais plus du tout d'où m'est venue l'idée, je t'avoue. À la base, ça parlait quand même de moi. Le personnage parle beaucoup de la moi, du lycée du moins. Peut-être que je voulais réparer un truc, je sais pas. Tu t'es inspiré de ton propre personnage finalement. Ouais. Bon, après, l'histoire d'amour est complètement fake, hein. Enfin, y a pas de... Mais voilà, j'ai des copines qui se sont retrouvées dans l'histoire parce qu'elles sont citées mais juste en prénom. Il y a une prof du lycée qui s'est retrouvée aussi. Enfin, voilà, mais... Donc tu t'es inspiré un petit peu de ton environnement. Ouais, je voulais écrire une histoire de lycéen, un truc un peu... voilà, un peu histoire d'amour compliquée. Puis ouais, c'est vrai que c'était un peu dans mes fantasmes de l'époque de m'enfuir et de laisser cette vie toute tracée derrière moi pour vivre d'aventures, bien que je ne sois pas du tout aventurière et que j'ai peur des moustiques. Voilà, j'ai peur des pigeons, mais tu veux que je parte loin. Voilà. 7300, c'est plusieurs romans. Ouais. C'est parti de plusieurs romans. J'avais mon schéma d'histoire d'amour, de cette fille un peu brute de décoffrage qui drague un garçon qui est pas habitué de se faire draguer, et puis j'avais aussi cette idée de conteur, et du coup j'avais écrit un début de roman pour chaque, et j'ai tout simplement voilà, donc ça m'arrive aussi de faire comme ça, de rajouter des dialogues ou des parties de trucs qui étaient écrits pour autre chose, puis ça colle mieux. Après tu regroupes le tout. Ouais, je regroupe, et puis voilà. Le carnet d'écriture, j'en ai besoin. Et Carrousel, non, c'est venu. Je faisais un point un petit peu sur les romans que j'avais écrits, et puis je me suis dit, mais j'écris toujours sur des femmes, et je voulais me challenger un petit peu. Et c'est parti d'une scène que j'ai écrite d'un mec détestable qui est avec sa maîtresse, et puis je me suis dit, mais quel connard quoi, il téléphone à sa femme, oui, je suis au boulot. Et puis du coup, voilà, puis on a découlé un roman, puis au final on le prend en pitié un peu cet homme-là. Ouais, c'est ça. C'est un peu ambivalent et paradoxal. C'est vrai que ce personnage il est assez troublant, on va dire. Ouais, il
en fait, il est dégueulasse, mais il en est pas moins humain, quoi. Enfin, il en est que plus humain, au final, voilà. C'est ça. Du coup, on peut en parler un petit peu plus de Carrousel, parce que du coup, je l'ai lu. Ouais. C'est le roman que j'ai lu et qui m'a énormément plu. Ouais. Je m'y suis un petit peu retrouvée aussi, parce que c'est vrai que je pense que pour la plupart des gens, au moins une fois dans notre vie, on peut trouver sa vie un petit peu qui tourne en rond, justement. Routinière, on trouve plus de sens, on aimerait faire autre chose. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé à certaines périodes. Et du coup, je me suis un petit peu retrouvée. Bon, moi, j'ai jamais eu d'amant. Mais je trouve le personnage d'Arthur hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'il a ce côté détestable, parce que il trompe sa femme. Donc forcément, nous, on cautionne pas trop ça. Mais d'un autre côté, on peut aussi le comprendre, parce qu'il est dans une vie qui, d'apparence, est parfaite. Et puis au final, on se rend compte que y a rien de parfait dans cette vie. Il correspond pas. Voilà, il a enfilé un costume qui n'était pas le sien. C'est ça. Il a envie d'autre chose. Et puis moi, j'ai retrouvé les thèmes de l'ennui, de la quête de soi, de la recherche de bonheur, un peu tout ça. Et d'ailleurs, tes descriptions de Carcassonne étaient très bien faites. Challenge réussi. C'est ça. À chaque fois que je le file à quelqu'un, si vous me direz si vous reconnaissez Carcassonne. Non, mais c'est super. Moi, je m'y suis retrouvée. Je disais, ah oui, c'est là, c'est là, c'est là. Non, c'était super. Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Merci. Et, et je trouve que j'ai pas lu les autres, mais celui-là, il est beaucoup plus réaliste finalement. Il est plus. Est-ce que tu as voulu justement changer d'univers avec ce livre? Non, après, comme je te disais, c'est parti de ce personnage-là. Ouais. Donc, il n'y avait pas de volonté de. Non, après au niveau, alors c'est pas, moi j'ai préféré au niveau de l'histoire, du moins j'ai préféré 7300. C'est le roman que j'ai préféré. C'est un roman que je pourrais relire pour moi-même toute seule, sans trop avoir un ego surdimensionné. Mais forcément nos histoires elles sont parfaites vu qu'on les écrit, elles pourraient pas être mieux. Mais ouais, c'est peut-être même celui que je trouve le moins intéressant au niveau de l'histoire, parce que les autres sont plus dans ce que j'aime bien, on est plus dans la comédie romantique et dans le gnangnan, le machin, ou dans l'aventure. Mais au niveau du style, c'est celui que j'ai le plus travaillé par contre. D'accord. Voilà, donc forcément c'est plus réaliste parce que j'ai beaucoup plus bossé les descriptions, j'ai beaucoup plus bossé les traits des personnages, rajouter le plissement des vêtements, quelque chose de concret, de palpable, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, sûrement que l'aspect réaliste vient de là, puis après de l'histoire qui finalement bouge pas énormément, mais comme sa vie à lui au final. Oui, c'est ça. Disons que l'histoire elle est un peu plate, mais on s'y reconnaît finalement. On s'y reconnaît beaucoup, et c'est ça qui est entraînant aussi, c'est savoir où est-ce qu'il va. C'était pas prévu comme ça initialement, parce que je voulais vraiment le bâcher cet homme-là, quoi. Et au final, ouais, on s'y retrouve parce qu'il a ses faiblesses, quoi. Mais comme nous tous, au final. C'est ça. Lui, bon, il a une maîtresse, mais d'autres c'est autre chose. C'est l'achat compulsif, le machin, c'est raconter un ragot sur la copine qu'on a vue il y a 5 minutes. C'est ça, il y a plein de façons. Ouais, non, mais c'est ça. Donc il est très humain et non, voilà. Et après, finalement, on le pardonne d'avoir fauté, finalement, et on se dit ça peut arriver à n'importe qui de fauter de cette façon ou d'une autre, hein. Comme tu disais, ça peut être... Pour moi, c'était que le symptôme d'un mal-être. C'était pas c'est pas la cause. C'est le... Enfin, ouais. Il manifestait le fait qu'il allait pas bien, sans qu'il s'en rende compte lui-même, d'ailleurs. Ouais. Mais de toute façon, tu le vois, il comprend pas trop ce qu'il fait, il est assez étranger à lui-même. Mais comme dans L'étranger de Camus, d'ailleurs, tu vois, enfin, je ne compare pas L'étranger de Camus, mais dans L'étranger de Camus, il s'appelle l'étranger parce qu'il est étranger à ce qu'il fait. Il fait des choses, mais c'est pas... C'est un peu par automatisme, il le fait, mais sans vraiment... il répond à cette fille parce que, bon, elle lui accorde de l'attention. Ouais, mais s'il se pose 5 minutes, il saura pas expliquer pourquoi. Non, il est perdu. Il est pas dans sa vraie vie, finalement. Et on s'en rend compte, finalement, à la fin aussi. Ouais. Alors, c'est le seul qui a à peu près une happy end. Je suis coutumière des fins ouvertes. D'accord. Voilà, d'où mes lecteurs m'envoient des petits messages en me disant « Ils sont morts ou pas ?» Mais elle fait ça ou pas? Elle va lui répondre au téléphone? Je sais pas. À toi de deviner ta fin. Donc celui-là, la fin est plutôt posée, on sait à peu près, si c'est un peu ouvert sur la fin. Oui, c'est un petit peu ouvert, mais bon, on sait qu'il est quand même heureux. Oui, ça aurait pu s'arrêter avant la happy end, enfin la happy end, oui, c'est un peu une happy end quand même. Ouais. Non, mais après ce livre est super intéressant, et puis voilà, je pense qu'il peut correspondre à beaucoup de monde, et les gens peuvent se reconnaître aussi dans le personnage d'Arthur. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé et c'est ce que j'ai ressenti en lisant le bouquin. Donc, que j'ai aimé. Mais c'est vrai que quand j'ai lu les résumés des autres livres, ça avait rien à voir. Non, cette trame-là était complètement différente. Ouais, mais après, je tiens pas forcément à écrire toujours dans un style. Tu vois. Ouais, tu cherches vraiment te diversifier aussi. Non. J'aimerais bien tester un peu tout.
J'aimerais bien, mais de l'album pour enfants au théâtre, comme je te disais. Alors, roman policier, j'avais démarré un truc, c'est un peu plus chaud parce qu'il y a des codes. Complexe, et je ne lis pas alors je ne lis pas déjà de base. Je suis j'ai trop peur de foutre mes cheveux sur ton micro, toi depuis tout à l'heure je fais ça. je suis une écrivaine qui ne lit pas, qui ne lit plus, mais encore moins dans mon policier. Donc j'ai pas les codes, donc je me dis forcément ce serait un peu gauche quoi. Mais j'aimerais bien, forcément, j'aimerais bien. Le fantastique aussi, c'est incroyable. Ceux qui arrivent à écrire du fantastique avec un univers, une carte, un machin, une langue. Ah oui, ça c'est incroyable, non, je sais pas comment ils arrivent à faire ça. Mais tu vois, c'est des trucs, j'aimerais pouvoir toucher à tout. Oui. Mais un peu comme je te disais, même au niveau des métiers, je pourrais faire tous les métiers du monde. Bon, faut que je me contienne. C'est ça qui est difficile, c'est de vouloir vraiment. On veut faire plein de choses et puis finalement, tu dois choisir. La concession, c'était au niveau du professionnel, c'était d'orienter les gens. Oui. Moi, je vais juste écrire les résumés des autres, je pense. mais ouais. Donc voilà. Bon, bah, très bien. Est-ce que maintenant on peut discuter de l'auto-édition, parce que toi tu t'auto-édites et tu ne passes pas à compte d'éditeur, tu es plutôt à compte d'auteur. C'est ça, hein? Je me trompe pas. Ouais, enfin c'est... Oui. Tu t'auto-édites quoi. Ouais. Tu passes pas par une maison d'édition. Donc qu'est-ce qui t'a poussé justement à opter pour l'auto-édition? Alors, j'ai démarré avec un roman qui, comme je le disais, n'est plus disponible parce que, avec le recul, il est moyen. Ouais. Bien, pour l'âge que j'avais, pour l'expérience que j'en avais, mais plutôt moyen quand même, avec du recul et une petite expérience maintenant. Donc, naturellement, je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition. Les grandes m'ont dit non, je m'y attendais. Les plus petites m'ont dit oui, faites un chèque de 3 000 €. Ouais. Et là, j'ai dit, je ne les ai pas, et je ne ferai pas de prêt pour ça. Voilà. Donc, je suis partie vers l'auto-édition. Alors l'auto-édition du coup c'est à compte d'auteur oui et non parce qu'en fait moi je n'avance rien. Oui. Je n'avance rien. Au début je suis passée par une plateforme qui s'appelle BOD. Ouais. Maintenant je bosse avec Amazon. Alors je sais Amazon c'est mal vu parce qu'on dit que n'importe qui peut. Oui, mais n'importe qui peut ne pas bien faire aussi. Donc faut s'appeler la mise en page, faut faire ses couvertures, faut faire ses corrections. Je pense qu'on peut quand même produire un contenu de qualité via Amazon ou via n'importe qui d'ailleurs. C'est juste un choix. Et d'ailleurs, mes autres romans, je ne les ai même pas présentés à des maisons d'édition parce que j'aime assez la liberté que j'ai. Voilà. Donc du coup, les maisons d'édition m'ont dit, donc les grandes m'ont dit non, mais comme je disais, je m'y attendais. Les autres m'ont donné les sous que j'avais pas et que j'avais pas envie de mettre là-dedans. Et donc finalement, je me suis retrouvée à pouvoir garder toute la liberté que je voulais avoir, imaginer ma propre couverture, vendre mes bouquins où je voulais les vendre. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Et il y a aussi un aspect financier qui rentre en jeu. Au niveau du pourcentage, je gagne bien plus. Alors je vends moins que si j'étais chez Gallimard, bien sûr. Appelez-moi. Je veux bien avec vous. Mais non, mais je vends moins parce que je suis pas voilà. Mais par contre, je gagne. Je crois que pour un roman qui est acheté sur Amazon, je crois que j'ai la moitié, voire plus. Ouais. Donc c'est intéressant. Et après, je peux acheter moi mes exemplaires à auteur, je les ai au prix de l'impression en fait. Tu payes pas un roman à 14 € comme celui-là, je dois l'avoir pour 3 € et quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, si je le revends à 14 €, je fais un bénéfice de fou. Donc, un bénéfice de fou. Ça va, on roule pas sur l'or non plus. Mais c'est aussi intéressant en fait. C'est plus intéressant financièrement. Ouais, voilà. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans l'auto-édition? Est-ce qu'il y a justement des difficultés pour toi dans l'auto-édition? Pour moi, pas tellement. Le fait de tout faire peut-être Pour moi, pas tellement parce que j'aime bien. J'ai eu la chance en fait au début, mon premier roman, du coup, comme je te disais, passé par BOD, je ne savais rien faire. Oui. J'étais novice de fou. Et mon oncle, qui bosse dans... Bon, alors maintenant il est en reconversion dans une école infirmière. Bonne chance pour les partiels. Mais initialement, voilà, il est plutôt dans tout ce qui est création de sites web, infographie, etc. Et il avait monté une petite maison d'édition. Donc il a su me mettre aux normes mon premier roman avec la bonne police, les bons alinéas, voilà, et me faire ma couverture. Donc en fait j'ai récupéré le fichier de mise en page tout simplement. Ouais. Et du coup maintenant je peux me calquant sur celui-là, je peux mettre en page mes nouveaux romans. Donc le plus compliqué je dirais que c'est la correction forcément. Oui.
Mais ça, j'ai une super grand-mère qui déchire, à qui j'envoie mes PDF en disant bon, elle le fait de bon cœur. C'est journée dédicace. Merci Manou. Donc la correction c'est le plus compliqué je pense, mais je ne la fais pas. Enfin le seul truc que je fais c'est du coup recorriger derrière. La mise en page qui est chiante. Objectivement, c'est pas le plus passionnant. Non, je suis d'accord. T'es là, tu mets un bon alinéa au truc, machin. Là, je suis sur un truc de recueil, donc il faut à chaque fois que mon texte tombe sur la page impaire, et pas pour pas qu'il... Enfin, bref. Donc c'est un casse-tête complet, parce que tu rajoutes un texte que t'avais pas prévu, ça te décale tout, donc tu es pour une demi-heure après, dans le vent, pour après... Enfin, bref, tu perds du temps puisque tu n'en gagnes. C'est un choix, c'est le plus chiant. Après, la couverture, moi j'aime bien. Toi, ça te plaît, ouais. Moi, je me régale, donc après, c'est aussi un casse-tête. Parce qu'il faut l'imaginer, mais après, il faut la mettre à la bonne taille, parce que c'est un calcul de ta tant de pages, et puis donc du coup, ça décale tout. Enfin bon. Mais en soi, sinon. Ouais, puis c'est cool quand même. Tu te sens utile, t'es là sur tous les éléments Et quand t'as même être dans le contrôle et que c'est vraiment ton bébé, tu l'as fait de A à Z et c'est cool, quoi. Ouais, t'as cette liberté-là, justement, de tout faire, quoi. Donc c'est ça, puis tu vois, du coup, ça donne des couvertures. Celle-là, c'est moi et mon chéri. Ouais. Celle-là, c'est moi et mon chéri. Non, mais on peut personnaliser à mort. Bon, celle-là, non, j'ai acheté l'image. C'est moi qui l'ai faite. Mais c'est vraiment dans... Et quand t'es dans la création et que tu vas jusqu'au bout de ton travail d'artiste, je trouve ça cool parce que tu vas au-delà du taf d'écrivain qui est juste d'écrire le livre. Tu fais l'objet. Tu fais l'objet, voilà. T'en es pas imprimé et à coller la couverture, mais presque, quoi. Et du coup, t'es maître du truc jusqu'au bout. Et moi, je trouve ça hyper appréciable. Donc au final, je n'y vois que des avantages, si ce n'est que forcément tu seras pas au prix Goncourt et que tu seras pas à Cultura, quoi. Mais bon, Cultura, t'as aussi moyen d'amener dans ton Cultura du coin et de les faire vendre tes bouquins, ce que je ne fais pas par flemme. Voilà, je devrais. Ça fait des années et des romans qui passent que je me dis oui, je devrais les appeler pour une dédicace. Et oui, l'espace culturel aussi m'a proposé, mais flemme, quoi. Mais bon, en théorie, la personne qui est en auto-édition peut s'en sortir, ouais. Puis il y a des gens qui en vivent aussi, quoi. Et même mieux que certains auteurs qui prennent que, je sais plus combien c'est, mais c'est entre 4 et 8%, je crois. Ah oui, c'est misère. Hein. Ouais, c'est vraiment une misère. Bon, voilà. Et est-ce que tu penses justement que l'auto-édition, c'est peut-être la voie de l'avenir pour des gens qui écrivent si on fait un parallèle avec la musique, par exemple, à l'époque, ne sortait pas un disque qui voulait. Oui. Parce qu'il fallait passer par une maison... un truc de disque là, une maison de disque. J'avais plus le mot. Une maison de disque, voilà, donc t'étais un peu garanti mais il y avait des filtres et on avait moins de choix. T'avais Jennifer et Christophe Maé, et puis si tu voulais un truc un peu différent, c'était pas. Plus compliqué. Voilà, c'était souvent des gens qui s'autoproduisaient, mais ça coûtait cher, et c'était pas. Maintenant, la musique, et musicien qui veut. On compose des trucs tout seul dans sa chambre, machin. Mon mec, il fait de la musique. Il fait des trucs, on en parlera aussi peut-être après, mais je fais des petits sons, je m'amuse, peut faire de la musique, et ça ouvre du coup, et du coup on a plus de contenu, et c'est plus intéressant pour tout le monde. Le livre c'est un peu pareil finalement. Ouais. À l'époque t'avais Marc Lévy et Musso, mais maintenant ça fait plus de contenu. Tu veux faire de la BD, tu fais de la BD, tu veux faire du manga, tu fais du manga, tu veux faire de la nouvelle, tu veux faire des recueils de poésie sur ton canari qui est mort avant-hier, peut-être un mec sur Terre qui cherche ça, et tout le monde est content, du coup. Donc, non, alors, le problème, si le risque, c'est que du coup, il y a un bruit, et comme un bruit informationnel, et qu'on n'arrive plus à trouver ce qu'on veut, mais moi, je pars du principe que plus on a de contenu, plus c'est chouette, quoi. Ouais, plus c'est sympa. Il y en a pour tout le monde, finalement. C'est ça. Alors, au milieu, il y aura des bouses, c'est clair. C'est comme tout, hein. Jules l'a percé, voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, Twilight qui s'est publié à je sais pas combien, alors que quand tu reviens sur l'histoire et que t'as plus de 13 ans, tu te dis que c'est pas qu'on a fait mieux. Non, mais c'est 50 millions de degrés qui a fait je sais pas combien, alors que... Bon, voilà. Je pense que si on arrive à éditer des trucs pourris, on peut auto-éditer des trucs très bien. Je pense aussi. Voilà. Donc, ma comparaison était peut-être bancale, mais... mais elle est compréhensible, elle est très bien. Simple et efficace. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais... Enfin, tu ne l'as pas vraiment dit, mais tu as dit que tu pouvais dédicacer ou présenter tes livres à Cultura. Ouais. Mais que tu ne l'as pas fait.
par flemme. C'est ça. Mais est-ce que tu as réalisé d'autres dédicaces et ou rencontres avec tes lecteurs du coup? Alors j'en ai fait peu, j'en ai fait 3. 3 en tout? Ouais, 3 en tout. Alors en vrai j'aurais vraiment pu en faire plus et on me l'a proposé. Enfin, on m'a donné les contacts pour, et je sais que j'aurais pu le faire parce que ma grand-mère, par exemple, qui est auteure, elle peut dédicacer souvent à l'espace culturel à Leclerc, ils sont très sympas, si jamais t'as des projets futurs. Mais j'ai professionnellement pas le temps, et puis je suis quelqu'un constamment sous l'eau. Mais ouais, j'ai déjà fait des dédicaces. La première que j'ai faite, c'était à la bibliothèque de Vimoustossou, là où j'habite. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était un peu retour aux sources parce que quand j'étais gamine, j'avais pas trop de copains, copines, et je sortais pas trop, donc j'allais à la bibliothèque avec mon vélo, j'empruntais 10 livres, je les ramenais dans l'après-midi parce que j'avais tous lu. Et donc c'est toujours la même bibliothécaire, donc elle m'a vu grandir et elle a récupéré mes livres qui maintenant sont à dispo, et c'est cool. Donc c'était important pour moi de retourner sur mes terres. Donc j'ai fait ça l'année dernière, quasi tout pile, je crois que c'était en novembre 2021. C'était très sympa, j'avais peur qu'il y ait personne. Ouais. Honnêtement, je me suis dit, il va y avoir 4 personnes, 4 papis, mamies là, et en fait on était une vingtaine, donc franchement c'était cool, c'était cool. Bon, j'étais un peu angoissée par la chose parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas leur dire à ces gens? Est-ce qu'il va falloir que je lise des passages? Est-ce que... Bon, en fait, non, ils m'ont posé des questions. C'était assez sympa. Il y a eu un petit goûter après, c'était chouette. Et après, j'ai fait 2 autres dédicaces, alors sur des soirées, parce que donc ma grand-mère est écrivaine et son mari, mon grand-père en fait, et lui, musicien, il est compositeur, donc il fait des spectacles de musique avec des chanteurs qui produit, etc. Et donc 2 fois sur 2 de ces spectacles, à l'entracte en fait, j'ai pu signer avec ma grand-mère et ma cousine, parce que ma petite cousine qui a 16 ans, a écrit son 2e roman, 3e roman. Ouais. 3e roman là. Et donc du coup en famille on va dédicacer. Ah, c'est chouette ça. Ouais, c'est sympa. Faut nous voir, on est toutes mignonnes toutes les 3 à côté. Donc voilà, donc ça aussi c'était à chaque fois c'était au FEP à Alzone, à mon ancien taf. Donc le lieu où je faisais un peu de la médiation culturelle, c'était chouette. Donc voilà. À prévoir pour les prochains, il faudrait en vrai que je fasse une dédicace. Il faudrait que je prenne le temps de faire une vraie dédicace avec tous mes romans, machin. Mais ça prend du temps. Et puis entre le boulot et Netflix, non, voilà, je procrastine un peu et je me dis faut le faire, je remets demain et voilà. Tu repousses à chaque fois. Mais bon, promis, je m'y engage. D'ici 2024, ce sera fait. Je me suis dit c'est 2 ans. Voilà. Mais après l'exercice est difficile, j'avoue que... Ouais, c'est encore autre chose, ouais. Et parce que bon, là où j'étais c'était plutôt des rencontres, c'était organisé, mais je me dis quand t'es à l'espace culturel de Leclerc ou à Cultura ou dans une librairie, des fois je les croise, les gens, tu dois arrêter les gens, il y a un aspect commercial que je n'ai pas, et comme je disais, je suis nulle pour vendre mes livres, quoi, enfin, non. Ouais, c'est plus compliqué quand t'es seule face à toi-même et que tu c'est dois ça. C'est ça, parce que les là, gens. sur les mairies, c'est des rencontres, donc les gens viennent. Mais dans une librairie ou quoi, ça m'est arrivé des fois, mais puis moi qui suis une cliente, en plus à chaque fois j'achète le livre au mec parce qu'il me fait pitié, il me fait de la peine, et je suis là, putain, il est tout seul, le pauvre, il y a personne. Mais oui, c'est ça. Et je veux pas que ça m'arrive à moi. Je suis pas assez courageuse. Je suis vraiment pas assez courageuse pour ça. Alors que je pense que c'est super intéressant et on doit être enrichi de ça, mais non, j'ai pas le courage. Un jour. Après, moi j'en avais fait quelques-unes quand j'avais 18 ans, à Cultura de Carcassonne, par exemple. Ça s'est bien passé. Ça s'était bien passé. Mais pareil, bon, la toute première c'était à Balma, au Cultura de Balma. Et là j'étais vraiment en angoisse totale parce que. Balma. J'étais là, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire? Je suis hyper timide en plus, alors faire venir les gens, leur raconter ce que j'ai. En plus, c'était de la poésie, donc j'écris de la poésie. C'était un exercice très compliqué, surtout quand on est quelqu'un de très timide. Et puis après, avec les prochaines dédicaces qui ont eu lieu, c'était un petit peu plus simple. Mais voilà, c'est toujours cet exercice où il faut attirer les gens, leur parler, voilà. Mais les gens, ils sont pas forcément là pour ça. Ils sont là pour aller chercher leurs bouquins dans les rayons. Ouais, puis je trouve qu'on est plus à une ère où on va prendre le temps sur Amazon, on va comparer, etc. Mais quand on va dans un magasin, on rentre, on sort, quoi. Ouais. Et il y a toujours, mais il y a moins ce truc d'on va flâner, machin. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, arrêter quelqu'un, après, je suis sûre qu'il y a des tas de gens pour qui ça se passe très bien, et voilà, mais ça me terrorise. Ouais, c'est compliqué. L'exercice est vraiment compliqué. Non, franchement, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais.
Mais après, c'est enrichissant quand tu te mets à discuter avec des gens qui sont intéressés et qui te posent des questions et tout. C'est clair. Tu reprends un peu de confiance. Mais... Oui, non, mais voilà, au bout de 2-3 questions, t'es un peu plus à l'aise et t'arrives à vendre ton truc. Mais c'est vrai que le début, le démarrage, t'arrives à 9h, là, y a personne, t'as froid. Tu dis ça va être long la journée. Ouais. Ce que ma grand-mère et ma cousine ont fait aussi, qui doit être sympa, c'est les marchés de Noël. Tu sais, les marchés créateurs, etc. Sympa, ouais. Ça, ma cousine m'avait proposé il y a pas longtemps là de la remplacer, enfin de remplacer ma grand-mère qui pouvait pas venir, enfin bon, un micmac compliqué, et j'étais intéressée, mais en fait elle m'a prévenu trop tard, j'avais pas de roman. Ouais. Le temps qu'ils arrivent, c'est pas possible, mais ouais, ça aussi j'aimerais bien faire, tu vois, tout ce qui est marché de Noël, marché des créateurs, etc. Ouais, ça c'est sympa. Où là on est plus dans une ambiance, t'as machin à côté qui fait ses sculptures en bois d'olivier, là, machin à côté qui fait ses rouges à la maison, bon, c'est plus entre créateurs et ça doit être plus sympa. Ouais, ça doit être sympa. Ouais. Puis t'es pas tout seul aussi. C'est ça, c'est ça. Il y a une petite ambiance aussi festive, les gens s'arrêtent, s'intéressent, se flânent. Ouais, il y a moins le côté. Oui, voilà, ils sont là pour ça. Franchement, je me dis, je sais pas. L'aspect magasin, j'ai pas le côté commercial du tout qu'il faut et j'ai pas la résistance, quoi. Non, j'ai pas. Ouais, non. Je suis trop chose. Donc tout à l'heure, tu nous disais que tu bricolais un peu au niveau musique, au niveau chant. Donc, est-ce que tu as des projets sur ça? Je sais que tu chantes, du coup, j'ai vu passer quelques petites vidéos. Ça, c'est la nouveauté 2022. Alors, dis-nous tout à ce sujet. Non, j'ai toujours chanté un peu toute seule dans ma chambre, sous ma douche, ou tu sais, en playback, là, devant le miroir. Ouais. Donc voilà, je savais que je chantais à peu près juste. Et puis ça n'allait pas plus loin. Et bon, un jour, je sais plus pourquoi je me suis... On s'est tous filmés un jour en train de chanter. Voilà, avouez. Je me suis dit, c'est pas mal. Donc j'ai mis un extrait sur Instagram, ça a bien marché. Donc j'en ai fait d'autres, j'ai mis sur TikTok aussi. Ça a pas trop marché. Enfin, j'ai eu des bons retours de gens divers et variés. Et mon grand-père est musicien, comme je le disais. Donc un jour, j'étais chez lui pour X raisons. Et en fait, lui, il y a la maison et en dessous, il y a le studio d'enregistrement. Ouais. Voilà. Donc, pour déconner un peu, j'ai fait une cover là-bas où j'ai enregistré un truc qui est sur Facebook et qui est super. Non, mais voilà. C'était plus pour m'amuser qu'autre chose. Et il y a quelques temps, ma grand-mère m'appelle. Elle me dit, ouais, est-ce que tu peux passer à la maison? Papy, il y a un truc à te demander, c'est pour un projet. Bon, je dis ok. Et moi, je pensais qu'il voulait me demander de faire les chœurs. Parce qu'en fait, quand j'avais fait la petite cover, là, il m'avait dit, ah putain, tu chantes juste. Du coup, en fait, il le voyait au niveau de son logiciel qui lui donne un pourcentage de justesse. Il me dit, c'est super pratique parce que pour faire les chœurs, c'est juste faire des oh. Voilà. Ça me rendra service, machin, donc je te fais pas payer l'enregistrement, mais en échange, tu me feras les chœurs. Donc moi, j'arrive en me disant, je vais faire les chœurs. Et que tu rien du tout, il me dit, voilà, j'ai composé une musique à sonorité un peu espagnole, j'aimerais bien que tu m'écrives des paroles. Donc on était vraiment sur l'écriture. Et je dis, pourquoi moi? Parce que d'habitude, c'est ma grand-mère qui écrit les paroles. Ouais. Il me dit, oui, parce que mamie ne parle pas espagnol. Je dis, c'est bien connu que moi, je parle espagnol. Voilà. Bon, j'ai quand même écrit, donc j'ai écrit les paroles. Bon, c'est pas des paroles qui volent très haut. On est sur un son un peu latino, machin, donc on a fait rimer Hola avec Bella. Enfin, j'exagère, mais, je vois, mais voilà. Donc j'ai écrit des paroles, je lui ai renvoyé, il me dit ça colle, est-ce que tu peux venir pour faire la voix test? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'avais la musique et j'avais une mélodie, mais au synthé, quoi, qui disait à peu près les syllabes, quoi. Il me dit, est-ce que tu peux venir faire la voix test? Comme ça, je le file à une autre chanteuse après, mais au moins, elle aura une chanson de base, tu sais, comme des fois, si je chante un yaourt, voilà. Donc j'y vais, je fais la voix test. Enfin, je pense faire la voix test. Et il me dit, non, mais on garde ta voix. Puis on va le déclarer à la SACEM. C'était rigolo. Voilà, donc j'ai fait cette chanson-là, et quelques temps après, on était à un repas de famille, et il me dit, au fait, tel soir, tu chantes. C'était le 21 octobre. Et je lui dis, non, je peux pas. Moi, tac au tac, j'essaie de trouver une excuse. Je dis, non, je peux pas. Parce que le 22, c'est l'anniversaire de mon chéri, et on part en Airbnb, machin, fêter son anniversaire. C'était pas vrai. Sauf que mon mec était à côté. Il prend la conversation en cours de route. Il dit, non, fais pas ça. Pourquoi t'as parlé? Voilà, pourquoi tu as parlé? Donc j'ai dû aller chanter, alors là, affreux. Tu vois, je pense qu'à côté de... Je peux aller faire des dédicaces à Cultura, hein, parce que là, t'as peur. En plus, j'étais la dernière à passer. C'était une soirée où il y avait plein de gens qui chantaient, qui se succédaient. Moi, j'en ai chanté 2. J'ai chanté Kid de Barbara Pravi.
J'avais mis une cover sur Facebook. Je l'ai vu, ouais. Et du coup, ma super chanson en espagnol, qui n'est pas encore sortie. On fait un clip pour... on fait des conneries jusqu'au bout, non, pour le mois de... pour que ça sorte au printemps, en gros. Ouais. C'est un peu une chanson d'été, donc voilà. Et donc j'ai chanté cette chanson, mais je passais en dernier, donc j'avais peur. Donc vient l'entracte, on me dit, mais mets-toi derrière le rideau, puis il y avait 10 personnes avant moi, quoi. C'était affreux. Bon, ça s'est bien passé, je suis pas morte. Par chance, j'avais fait du saut à l'élastique un mois avant. Ouais. Et donc je me disais, est-ce que c'est pire que sauter d'un pont? Non. Je ne crois pas. Voilà. Donc ça devrait le faire, vas-y, voilà. Donc écoute, ouais. Et là, j'aimerais bien, pour continuer dans ce délire-là, du moins, exploiter cette partie-là, écrire des chansons. Écrire des chansons, du coup. Voilà. C'est pas fait. Pourquoi pas, j'ai écrit 2-3 textes qui pourraient passer en chanson, donc à voir, j'aimerais bien en avoir 2-3. Et faire vivre l'écriture d'une autre manière. Ouais. Et puis après, qui sait, peut-être même pas pour moi, pour d'autres. Pour d'autres chanteurs ou... Voilà, donc voilà, pour que ça existe d'une autre façon, parce que je trouve que l'écriture reste, mais que le support change, ça peut être pas mal aussi. Mais j'aimerais bien faire évoluer l'écriture du stade du roman à quelque chose ou un objet comme... Là, du coup, je veux faire le recueil de poèmes là, que je veux faire en joli, en format relié, etc., pour que ce soit un objet. Je suis aussi sur un livre dont tu es le héros, tu vois. Ouais. Voilà, donc avec 14 fins possibles, donc on prend la tête avec un plan qui ne ressemble à rien. Donc faire plutôt un format jeu, et du coup, éventuellement vers la musique, pour rester dans l'art, et voilà. Puis avec un chéri qui joue de la guitare, peut-être qu'il pourra m'aider. C'est des appels de phare, là, que... Ouais, ça fait beaucoup de projets, d'ambition, tout ça. On essaie. C'est pour ça que je suis sous l'eau. Après, je pleure. Eh bien, écoute, je crois que... on a terminé. Ouais. Est-ce qu'on peut suivre tes aventures en tant que romancière sur d'éventuellement réseaux? Pas pour le moment. Ouais. Sur TikTok, je présente mes romans de temps en temps. Enfin, ouais. je parle pas, mais je les présente. Donc c'est soit Nizerne, tout court, où je te donnerai que tu l'écrives à la limite. Après, j'écrirai J'avais un compte Insta livresque, mais je ne l'ai plus parce qu'il me convenait pas. Donc j'ai viré. Il faut que je réfléchisse à un concept qui me plaise bien. Avec tous les concepts que... je suis une meuf à concept, moi. Avec tout ce que j'aimerais faire. J'aimerais bien faire des ateliers, j'aimerais bien faire plein de choses, mais je commence à me rendre compte que j'ai pas assez de vie pour tout faire, donc faut que j'arrive à tout centraliser sur un compte Insta. Bon, au moment où je te dirai... oui, tu me diras, je rajouterai les liens qu'il faut. Et... Voilà, mais il faut que je fasse bien les choses. Dans l'ordre. Plus dans la précipitation. On va se calmer. Et du coup, on peut trouver et acheter tes ouvrages sur Amazon. Yes, c'est ça. Je mettrai les liens aussi pour accéder c'est ça. Je crois que j'ai une page auteur sur Amazon, donc au moins il y a tout qui est centralisé. Ouais, je mettrai ça directement. Et au format papier et au format Kindle. Ouais. Même si je suis contre le livre audio. Les livres... oui, sur tablette. Non. Le livre papier, c'est quand même... Mais c'est tellement mieux. Ça a une odeur, ça a une texture, t'es là... Ça n'a rien à voir, c'est tellement mieux. Ouais, non, mais je comprends. Mais aussi les livres numériques, là, j'ai du mal. Non, mais tu peux pas. Bon, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi de m'avoir interviewée. C'est très bizarre. Ouais, c'est vrai que bon... Non, mais c'était une première. Mais pour moi aussi. Hein. Voilà. En tout cas, c'est un réel plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Mais pareil. Écoute, j'ai pas l'occasion de rencontrer tout le temps des gens qui aiment l'écriture autant que moi, donc... Ah avec moi, rassure-toi, t'es servi. On s'appellera. C'est ça. Donc du coup, bravo à toi, et puis bon courage pour tous tes projets. Et donc, merci à vous d'avoir suivi cette interview. Donc, pas de misère. Vous pouvez retrouver ses romans sur Amazon. Je vous mettrai les liens et puis les futurs liens de ses réseaux sociaux quand elle en aura. En chantier. En chantier, ouais. Et puis voilà. Merci encore et puis à bientôt.